Bonjour à toutes. Oser la métamorphose ou comment s'envisager autrement. Comment réinventer sa vie, comment changer l'existant et oser être soi-même, se sentir vivante, à sa place, dans sa vie tous les jours, à la maison, avec ses amis, sa famille, mais aussi au travail. L'évolution professionnelle ou la reconversion professionnelle, c'est un vaste sujet qui vous concerne toutes ici, j'imagine. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais quelle que soit votre ligne de départ aujourd'hui, ce chemin peut peut-être vous paraître parfois nébuleux, encore nébuleux, ou peut-être déjà engagé sur un projet que vous avez identifié. Au cours de ce salon, il y a plusieurs façons de s'inspirer ou de passer à l'action. Mais quoi de mieux que la force de l'exemple ? En écoutant des témoignages réels et incarnés, c'est tout l'objet de cette séquence. Je vais remercier ces 4 témoins, ces 4 femmes qui ont des parcours et des tempéraments très différents, qui ont accepté de venir partager leur chemin, leur parcours, leurs ambitions, les étapes par lesquelles elles sont passées, les freins qu'elles ont peut-être rencontrés et l'accompagnement dont elles ont bénéficié. Je vous remercie toutes les 4 d'avoir répondu présente à cette invitation. Alors, je vais commencer avec Delphine Barré. Bonjour à toutes. Alors, Delphine, vous êtes une entrepreneure, je veux dire tu, si c'est OK, hein. On se tutoie depuis tout à l'heure, depuis qu'on s'est rencontrés. Tu es une entrepreneure autodidacte, multirécidiviste, vous allez voir. Maman également de 3 enfants. Delphine, tu es une personne indépendante et tu insistes sur une personne et non pas une femme indépendante. Tu m'as dit ça. Parce que parfois, ça a peut-être une connotation pas toujours très positive encore dans notre société. Une femme indépendante. Ça peut faire peur. À plusieurs reprises au cours de ta vie, tu as fait des choix allant à contre-courant. Tu nous en parleras. Mais c'est d'ailleurs ce qui t'a poussé, m'as-tu dit, à venir témoigner, faire tomber les barrières tant qu'on l'on peut. Alors rapidement, je vais faire ton parcours. Je sais de pas sauter trop d'étapes. Tu es originaire du sud-est de la France. Tu commences tes études dans le Var, que tu vas vite abandonner, car tu tombes amoureuse. C'est peut-être pas la principale raison. Tu vas être maman très jeune aussi de 2 enfants. Tu vas emménager plus tard à Cognac, avec la volonté aussi, avec un 3e enfant d'ailleurs, et un nouveau chéri. Tu vas travailler, tu as toujours voulu travailler pour toi, pour ton compte. Et donc tu vas monter un business de cuisine ouverte. Ce sont des plats emportés et ce business va te permettre de trouver un juste équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle de maman, de jeunes enfants. Mais le 3e rentrant à l'école, tu vas alors véritablement monter un restaurant, un véritable restaurant, qui sera ouvert que le midi, mais qui va faire un carton immédiatement. Mais au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu t'ennuies. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Et dans cette vie, dans ce business que tu as monté, et puis aussi peut-être dans ta vie de manière générale, tu décides de changer de vie et tu viens à Bordeaux, appelé par un ami. On est en 2018. Et là, tu vas démarrer un business, une fois de plus, que tu ne connais pas. Tu vas monter la première cave à spiritueux de France. Tu n'y connaissais rien, mais tu dis, c'est un milieu qui est en plus très, très masculin. Tu ne connais personne à Bordeaux et tu apprends tout par toi-même. Aujourd'hui, c'est un gros succès. Tu es devenue l'experte en spiritueux, en distillation. Tu as fait le tour de France pour rencontrer tous tes producteurs qui te connaissent bien. Tu animes même des conférences sur le sujet. C'est un succès assez important. Et d'ailleurs, tu décides d'en développer un concept en franchise. Avec, si ma mémoire est bonne, une première ouverture de franchise qui a eu lieu à Lille en décembre. En décembre 2022. Donc c'est tout récent. On pouvait s'arrêter là, mais non. Mais non. Depuis décembre 2022, il s'est encore passé plein de choses. C'était sans compter un appel de Bordeaux Métropole qui te propose encore un défi que tu vas bien sûr relever, c'est d'ouvrir un bar à cocktail dans le nouveau quartier du Belvédère. Je ne sais pas si vous connaissez à Bordeaux les nouveaux quartiers du Belvédère. Tu nous diras, c'est derrière les bassins à flot, c'est ça? Non, c'est en face de la gare. Ah oui, c'est en face de la gare. Ouais. Oh, derrière le pont de Pierre. L'autre côté du pont de Pierre, rive droite. Ouais, je suis encore un peu perdu dans Bordeaux, moi. Donc, ouverture en septembre 2023, donc il faut cravacher. C'est un gros challenge, il y a beaucoup d'enjeux. Déjà de t'imposer en tant que femme entrepreneur dans le monde de la nuit, ça va être un sujet.
la gestion des travaux, le recrutement de 10 personnes et surtout une vision d'un business rentable. Bon voilà, tu as 45 ans, tu mènes 3 activités de front. Delphine, c'est une vraie femme d'affaires. D'où vient cette énergie? C'est ce courage aussi. Qu'est-ce qui te nourrit? Alors j'ai toujours eu cette envie et cette ambition de découvrir tout un tas de secteurs d'activité. J'ai toujours voulu aussi faire tout ce qui était proposé aux hommes et aller sur un terrain qui n'était pas initialement proposé aux femmes. Donc le secteur des spiritueux, on a une grosse majorité masculine. Donc voilà, là je voulais être pareil, la femme qui parlait des spiritueux dans un monde qui était dédié uniquement et jusqu'alors aux hommes. Donc ensuite le parcours là qu'on me propose par rapport au bar à cocktail, là c'est un nouveau challenge. Je pense que j'aime énormément découvrir ce que je ne connais pas. J'ai toujours la curiosité d'aller où on ne m'attend pas et de proposer des choses différentes avec une vision qui est la nôtre, un peu plus sensible, qui est celle des femmes. Et donc voilà. Alors tu as fait des choix souvent propulsés, on va dire, par des challenges professionnels, et ta vie de famille, on va dire, a suivi derrière, ou en tout cas c'est des choix que peut-être d'autres femmes auraient fait différemment. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu par rapport à ça. Alors je suis maman de 3 enfants. Donc le premier va avoir 21 ans, ma fille Avril a eu 18 ans et j'ai mon petit Gabriel qui a 13 ans. Donc quand s'est proposé l'idée de monter une cave à spiritueux français à Bordeaux, Gabriel était tout petit, il avait 8 ans et à cette époque-là donc je me séparais de son papa. Et donc mon ex-compagnon est reparti dans le sud-est avec Gabriel. Donc j'ai fait le choix de ne pas le garder avec moi. Et après, il a fallu que s'articule toute ma vie d'entrepreneur et la logistique de vie de maman aussi. Donc mon dernier vient toutes les vacances à Bordeaux. Et voilà, et j'alterne avec ma fille aussi qui a maintenant 18 ans, à qui j'ai demandé d'être très autonome rapidement. Parce que quand on est femme entrepreneur, enfin quand on est entrepreneur, tout le temps est dédié justement à l'entreprise, au développement, parce que chaque mois le salaire dépend, est inhérent aussi à l'activité et à la présence dans l'entreprise. Et donc voilà, ma fille, je suis très très fière d'elle aussi, parce qu'elle cumule 2 petits boulots, ses études. Et en même temps, elle est très curieuse de plein de choses et c'est donner aussi les armes à nos enfants et à nos filles surtout, qu'il ne faut dépendre de personne. Ça, c'est un message que tu voulais faire passer. Une femme indépendante, une personne indépendante, je précise. Comment le regard des autres par rapport à tes choix, de ton entourage, de ta famille et de tes enfants aussi, bien sûr? Alors, je pense que ma famille est très admirative de tout ça. Moi, je viens de mes grands-parents étaient des pieds noirs, donc sont revenus sur le territoire français. Ma mère a été maman très jeune et sous le gourou aussi de mon père. Et à l'époque, c'était très très misogyne. Il fallait élever les enfants. Et donc, je pense que mon parcours est une revanche aussi pour ma mère. Et comment c'est perçu à l'extérieur. Alors c'est très ambivalent parce que il peut y avoir un côté très admiratif de mon parcours. Et après, il y a toujours aussi cette idée ultra conservatrice que la femme doit être à la maison, s'occuper des enfants, de toutes les tâches ménagères, et voilà. Et en fait, moi, je fais tout ça aussi, mais je m'éclate en étant chef d'entreprise. Et en apportant des éléments différents et nouveaux qui bousculent un petit peu les codes aussi de la société. J'aime pas parler non plus de discrimination positive, mais je bosse dans un milieu très masculin et ça n'a jamais posé aucun problème à mes partenaires, à mes producteurs, à mes clients qu'une femme explique de manière très technique souvent comment sont fabriqués les alcools, comment se dégustent les alcools. Voilà, tout se passe très bien. Je me sens pas moins que si j'étais un homme pour parler de tout ça. Mais par moment, est-ce que tu as des retours qui sont
ceux qui te font, hein, voilà, qui font émerger une forme de frustration, de colère ou l'envie de dire les choses, ou bien en fait finalement non. Ça reste assez fluide dans ces choix. C'est très très fluide. Je me suis Tu me toujours dit. disais, je me permets de t'interrompre, que tu disais que tu assumais que finalement complètement tes choix. Ouais, moi j'ai aucune culpabilité. Voilà. L'essentiel pour moi, c'est que par exemple mes enfants soient épanouis. Il y a aucune frustration de la part, par exemple, de mon petit dernier, qui comprend complètement, qui accepte cette nouvelle articulation de la famille aussi. Son papa est très disponible pour lui, moi je le suis un peu moins, mais quand il vient là, on profite pleinement. Et j'ai pas cette frustration, j'ai pas cette culpabilité. J'ai pas ce fardeau à porter sur les épaules non plus, donc je vis complètement sereinement. Et comme je ne renvoie pas cette culpabilité à mes enfants ou à qui que ce soit, personne ne le perçoit de cette manière non plus. Je suis très à l'aise. Donc on peut assumer complètement des choix de femmes entrepreneuses qui vont avoir des emplois du temps peut-être un peu articulés différemment, et quand même être une maman comblée et profiter pleinement de sa famille et de ces moments-là. Même si ça doit parfois être quand même un peu lourd à porter, tu me disais par moment, il faut quand même rester Ouais. concilier le tout. Là en plus 3 gros projets, garder la cave Émile et Marguerite, la franchise et maintenant ce gros projet. Alors moi Tu dors bien? Alors je me réveille souvent la nuit. Ah oui, voilà. Il y a des moments qui sont plus difficiles et plus compliqués que d'autres parce que des fois on aimerait un petit peu lâcher cette charge émotionnelle sur quelqu'un d'autre. Donc je ne le fais pas. Il y a souvent aussi des périodes où je doute un petit peu de l'énergie qu'il va falloir fournir sur tous les plans et pour être performant sur tous les plans. Là, l'idée maintenant est de m'entourer de compétences. Donc, j'ai fait la rencontre de personnes qui sont passionnées. J'arrive à fédérer tous ces profils-là qui veulent bien m'accompagner aussi sur mes différents projets. L'idée est de rester sur quelque chose d'authentique, naturel, et voilà. Et je pense qu'avec la bienveillance, il y a plein de choses qui peuvent être réalisées. Et comment tu te ressources? Où est-ce que tu vas récupérer ou retrouver de l'énergie? Alors, je récupère beaucoup d'énergie auprès de mes amis. Ça, c'est important, auprès de ma famille. Ouais. J'ai aussi un compagnon que je rejoins le week-end quand j'ai envie de me ressourcer à la campagne. Et voilà. L'entourage. L'entourage, oui. Et alors, tu es une entrepreneuse. Peut-être que parmi notre public, il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Il y a un sujet que je pose souvent, c'est déjà comment on fait, et puis d'un point de vue matériel aussi, financier, comment tu as démarré, avec quels moyens, est-ce que tu as eu des soutiens, est-ce que tu as été récolté, faire appel à des banques ou autres, comment financièrement par rapport à toi et tes revenus, parce que c'est toujours à mon avis des sujets importants, savoir comment rester se rémunérer. J'entends plus, vas-y. Allô. Le micro nous lâche. Thomas. Allô? Oui. C'est bon? Je pense qu'il faut coller là, vraiment. Ok. C'est désinfecté. Allô? Ouais. Voilà. Donc quand j'ai démarré, j'avais donc comme je m'étais séparée à l'époque, on a vendu la maison, donc j'ai récupéré ce capital que j'ai investi dans la cave Émile et Marguerite. Donc ça c'est la cave à spiritueux français que j'ai montée. Et après est arrivé 2018 les gilets jaunes, ensuite le Covid. Donc il y a eu des moments de gros doutes puisqu'il fallait que je paye mon loyer, que je paye l'école de ma fille, et ensuite que je ne me paye pas pendant 2-3 mois. Et donc là, c'est assez stressant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On se remet en question. Et finalement, j'ai été explorer tout un tas de choses pour faire tenir mon activité. Et finalement, ça s'est passé. J'ai fait des visites, des visios de producteurs.
Les barman qui étaient complètement à l'arrêt, on a fait des vidéos qui étaient très drôles pour comment faire des cocktails à la maison avec ce qui nous tombait sous la main. J'ai mis en ligne, j'ai mis sur mon site internet le conseil par téléphone et je faisais des ventes par téléphone. J'ai fait des collaborations avec des ostréiculteurs. Donc voilà, je faisais tout un tas de choses. Et puis la boutique était la seule boutique ouverte pendant le confinement. Et donc je faisais le relais aussi humain. Si j'avais pu prendre la carte de sécurité sociale, ça aurait aidé beaucoup de monde. Parce que les gens venaient échanger, parler de ce qu'ils ressentaient, de cet isolement aussi, parce que ça a mis à nu pas mal d'isolement. Et voilà. Donc on s'en sort, puisque je suis là aujourd'hui. Je pense être encore plus forte qu'à l'époque. Et je suis toujours animée par créer, par monter, par rencontrer, fédérer. Et voilà. Ça, c'est peut-être mon mantra, ce que tu me demandais. Qu'est-ce que... On le dévoilera après. Merci Delphine. Merci Valentine. Merci beaucoup. On va passer le micro à Claudine qui est avec nous. Merci beaucoup. Et je te remercie aussi d'être venue parce que comme tu dois être très très occupée, ton temps est compté. Donc merci d'avoir pris, de nous en accorder un petit peu. Alors, nous avons aussi l'honneur de recevoir Claudine Bichet. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Claudine est donc première adjointe ici élue à la mairie de Bordeaux, en charge, alors zut, je vois mon papier, en charge des finances, de la transition énergétique et de, bien sûr, l'égalité, enfin je dis bien sûr, l'égalité femmes-hommes. Claudine, vous êtes originaire de Bourgogne et vous arrivez à 18 ans à Paris pour vos études. Vous m'avez dit avoir un parcours ultra classique, c'est-à-dire école de commerce. Et ben c'est pas si ultra classique que ça, mais quand même. Et puis plutôt une longue carrière aussi dans des grands groupes, principalement à la direction financière. Voilà, vous êtes une femme travailleuse, énergique, impatiente, voire militante. Et vous vous demandez assez tôt, finalement, au fond, quelle serait votre contribution dans ce monde. C'est ce que vous m'avez dit. Vous ressentez que toute cette énergie est peut-être mal orientée dans un grand groupe à la direction financière. La cause écologique aussi est déjà bien présente dans vos tripes, mais manifestement, vous n'avez pas encore le déclic. En 2018, c'est une date il y a eu beaucoup de choses en 2018 dans vos parcours, c'est assez surprenant. Vous arrivez à Bordeaux pour un boulot, voilà, avec mari et enfant, vous déménagez dans cette belle région bordelaise. Mais finalement, rapidement, cette nouvelle responsabilité ne vous convient pas et vous quittez cette entreprise. Et j'imagine, sans ressentir pour autant une petite dose de culpabilité d'avoir fait déménager tout le monde et puis finalement de ne pas garder le job. Mais vous m'avez dit, la coupe était pleine. Vous démarrez à ce moment-là un cycle Avarap. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est une association nationale qui accompagne les cadres dans la recherche d'emploi ou l'évolution professionnelle. On pourra peut-être développer un peu plus l'accompagnement de l'Avarap. Mais cet accompagnement, ce cycle que vous faites, vous m'avez dit, vous ouvre le champ des possibles et notamment celui de la politique. Et nous sommes à ce moment-là en 2019. Les listes électorales commencent à se constituer en vue des élections municipales qui arrivent, en période un peu compliquée aussi, en plein Covid. Et puis, vous m'avez aussi confié que cette voie, la politique, s'est vue confirmée ici par une rencontre sur le salon que vous venez visiter, comme beaucoup de Bordelaises qui arrivent dans la région. Et donc, une rencontre vous confirme que c'est votre chemin. Donc, vous êtes décidé, votre profil atypique dans le parcours privé plutôt attire, on vous veut, et vous êtes donc élue rapidement, donc en juillet 2020, adjointe ici. C'est ça? Je me trompe pas? Et donc aujourd'hui, à 43 ans, vous me dites vous sentir parfaitement à votre place. Alors, l'engagement politique, c'est un engagement, c'est une autre façon de s'engager dans la société. On est souvent en quête de sens aussi dans sa vie professionnelle. La politique, c'est un chemin comme un autre. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui pousse à aller vers un chemin comme celui-là. Vu de l'extérieur, c'est pas toujours quelque chose de facile. Comment est-ce que vous l'aviez imaginé et par rapport à ce que c'est finalement aujourd'hui,
voilà, vos grandes, après 3 ans, on est à bientôt 3 ans de mandat, quelles seraient finalement les grandes leçons, les grandes joies, et puis peut-être pas dire les déceptions, mais les moments peut-être plus difficiles à vivre? Donc effectivement, bonjour à toutes et à tous, j'ai vu quelques hommes. Donc effectivement, j'ai accepté de témoigner parce que la politique, c'est de moins en moins considéré dans notre société. Hein. Je pense que les taux d'abstention en témoignent. Néanmoins, c'est un engagement et c'est une voie qui, à mon sens, mérite pleinement d'être considérée, puisque c'est un engagement pour l'intérêt général, au service de causes, voilà, qui sont propres à chacun, mais qui vraiment, enfin pour moi, est un champ et notamment pour les femmes, parce qu'il y a toujours ce déficit des femmes qui veulent bien s'engager en politique. C'est vraiment un champ très intéressant et c'est effectivement. Alors, est-ce que moi je l'avais vraiment considéré? Je ne suis pas sûre. Je viens pas d'un milieu très politisé. J'ai toujours suivi l'actualité politique sans non plus être engagée ni militante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon entourage et notamment, enfin, dans la VARAP, on est en groupe. En fait, on a vraiment ce groupe qui aussi nous renvoie l'image de là où ils nous projettent. Et ça faisait un certain nombre d'années où des personnes me disaient, mais en fait, on te voit bien quand même faire de la politique et tout. Puis donc bon, au début j'étais là, c'est bon. Et puis à force de répétition, je me suis dit bon, effectivement, j'arrivais à comprendre ce qui dans ma personnalité faisait qu'on pouvait m'imaginer là. Puis et un jour, j'ai commencé vraiment à regarder de plus près ce qui correspondait vraiment, enfin ce qui permettrait de m'accomplir tel que je suis dans cette voie-là. Et c'est vraiment en faisant ce travail d'introspection assez profond, d'aller chercher quels sont mes moteurs profonds, qu'est-ce qui me fait que j'ai envie de me lever tous les matins, que j'en suis arrivée effectivement à l'évidence que c'était une voie pertinente pour moi. Il y en a sans doute d'autres, enfin j'espère, parce que j'ai pas l'intention non plus de faire ça toute ma vie, c'est pas un métier d'être élu, mais en tout cas voilà, j'ai fait ce diagnostic et c'est à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire à VARAP, et il y en a eu bien d'autres. Ça a été tout un faisceau convergent qui petit à petit m'a vraiment amené à considérer cette option. Bon, après, s'engager, il y a plusieurs étapes. Faut aussi être élu. Hein. C'était pas non plus totalement gagné, mais bon, il y avait une fenêtre de tir et on l'a saisie. Et effectivement, depuis maintenant 3 ans, j'expérimente. Donc là, c'est vraiment un changement complet pour moi, puisque j'ai évolué dans la sphère privée de très grands groupes pendant plus de 15 ans. Donc c'est une découverte de la sphère politique, de la sphère publique, hein, qui a ces modes de fonctionnement qui sont quand même assez différents, qui sont propres. C'est le milieu aussi de l'adversité, c'est très dur, c'est très confrontant la politique. Donc je découvre tout ça. C'est dur. Soyons clairs, c'est très dur même, mais je sais vraiment pourquoi je me lève tous les matins. Ça, c'est vraiment la grande différence par rapport à avant. Je sais pourquoi je me lève, parce que je travaille pour l'intérêt général, je défends des causes qui me sont extrêmement chères. Bien sûr, l'engagement pour la transition écologique, lutter contre l'urgence climatique, qui est vraiment effectivement quelque chose que j'avais au fond de moi, qui ne demandait qu'à pouvoir s'exprimer. Et là, enfin, c'est quand même un champ d'action en politique que l'on a qui est quand même très très grand, hein, par rapport à tout ce qu'on peut faire autrement. Il y a ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes que je porte, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir le porter, qui était aussi au fond de moi, et c'est vraiment aujourd'hui une chance de pouvoir agir là-dessus. Donc je suis très heureuse en fait, et je sais que ce que je construis, toute l'énergie que j'avais l'impression de gaspiller avant, bah maintenant je sais que je l'investis dans des projets qui vont
qui vont survivre à mon passage d'élu en politique, enfin je l'espère en tout cas, et que c'est des choses solides qui vont je l'espère pouvoir rester. Donc ça c'est plein de satisfaction, c'est vraiment une grande joie et une vraie chance, j'estime, de pouvoir vivre ça. Après, effectivement, c'est des engagements qui sont très durs au niveau du temps, de l'implication. C'est un combat permanent, combat pour défendre ses projets, pour les faire avancer, pour engager toute la machine administrative derrière nous, pour vraiment faire en sorte que les choses puissent se déployer. C'est dur aussi d'être une femme, soyons clairs, hein, dans ce milieu. C'est même si aujourd'hui on exige la parité au niveau des élus. C'est quand même un milieu qui a été trusté quand même pendant un certain nombre de décennies, mais au-delà par des hommes qui vous le font régulièrement comprendre. Alors c'est pas forcément dit de manière aussi explicite, mais c'est dans l'attitude. C'est aussi quand on se retrouve. Je porte le sujet de l'énergie, qui est un sujet éminemment masculin. Je suis présidente d'une entité. Il y a que des hommes autour de moi. Je suis relativement jeune, on va dire. Bah ouais, en fait, on vous fait comprendre à mi-mot que voilà, faudrait que je reste un peu à ma place, mais non, du coup, non, il faut surtout pas. Il faut, je pense, se saisir de chaque opportunité pour essayer, de montrer ce qu'on a envie de porter, d'aller au bout de l'engagement et de le faire avec ce qu'on est. C'est-à-dire que on n'est pas des hommes, on est ce qu'on est. Je pense que faire les choses en assumant pleinement ce que l'on porte et notre personnalité, c'est vraiment aussi quelque chose qui est assez libérateur au final. Je vais peut-être arrêter de parler. Non mais c'est passionnant. Après c'est découvrir un peu l'envers du décor et je trouve que c'est intéressant parce que effectivement on dit souvent il faut des femmes qui se lèvent et qui portent le flambeau. C'est pas un chemin facile déjà d'y arriver. Puis après il y a évidemment l'étape de l'élection qui ne dépend pas vraiment de vous, même si on fait un long travail de campagne. C'est toujours quand même un peu le grand point d'interrogation. Et puis une fois qu'on y est, c'est d'y aller. Non. À votre avis, quelles sont les qualités ou les questions à se poser vraiment avant de se lancer? Je pense qu'il faut avoir envie. Moi, mon moteur premier, c'est défendre des causes qui me sont chères. C'est vraiment ça qui fait que mon engagement, j'y trouve une satisfaction quotidienne, et c'est ça qui fait que je déploie une énergie considérable dans ce que je fais. Donc, je pense que, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le moteur numéro un. Après, je pense qu'il y a d'autres élus qui pourront vous dire que c'est d'autres choses, mais voilà. Et je pense que aussi pour moi, c'est l'idée de construire des choses pour la société. Ici, en l'occurrence, pour un territoire. C'est ce côté un peu bâtisseur de donner une orientation, une vision à un territoire, et ça c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Donc faut aimer ce côté un peu pas visionnaire, mais en tout cas porter un projet, et donc voilà. Après je pense que c'est vraiment propre à chacun. Des élus qui à mon avis valorisent d'autres choses que je ne citerai pas, mais okay. Mais une certaine forme de résistance quand même aussi. Vous l'avez dit, on redit. C'est confrontant. On est confronté à de la critique parfois déloyale. Vous m'avez dit aussi. Donc il faut être quand même un peu solide émotionnellement, bien entouré, j'imagine, aussi, pour se ressourcer et ne pas forcément douter de soi, même si on doute toujours de soi. Non, oui, effectivement. Je pense qu'il y a aussi, faut aimer la combativité. Faut pas avoir peur de ça. C'est clair que je l'assume. Je suis comme ça. J'aime ça. J'aime la confrontation. J'aime qu'elle soit positive. Le problème, c'est qu'elle ne l'est pas toujours, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'anime, dans lequel je me plais. Et ça, voilà, c'est propre à chacun. On peut ne pas avoir envie d'exercer dans des milieux qui sont aussi confrontants, mais ça fait partie.
ça fait partie du métier, même si c'est pas un métier, mais voilà. Et effectivement, faut être solide, et l'entourage est vraiment clé. C'est avoir des personnes, un ancrage profond, je pense, dans son entourage, dans la réalité. Enfin, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de me rappeler tous les jours que je suis élue pour un mandat, je suis représentante des gens qui m'ont élue, je ne suis pas au-dessus, je suis juste une représentante, et je suis là donc pour incarner une vision, déployer un projet, et ça, c'est sur un temps donné. Faut toujours garder la tête froide par rapport à cette réalité, parce que effectivement, être élu, ça peut emmener certains à un peu perdre pied, et ça, je pense que c'est fondamental pour la solidité et l'ancrage de bien garder ça. Et justement, donc c'est un mandat. Est-ce que vous vous projetez déjà après, ou sachant qu'il y a des voies possibles, hein, mais est-ce que vous avez, ou vous n'y pensez pas? On est dans l'action et. Alors vous m'avez dit, il fallait pas que je fasse de la politique, donc. Alors on va faire de politique. Non, après, ce qui est sûr, c'est qu'un mandat, au final, par rapport c'est court au sens où il y a vraiment une inertie forte, en fait, pour réorienter. Enfin, c'est une énorme machine. Une administration, c'est une énorme machine, fonctionnement territorial. Quand on veut faire dévier le paquebot, parce que c'est un peu ça prend du temps. Et donc, un mandat, oui, c'est court. C'est court, c'est sûr. Il y a un dernier point, comme j'en ai parlé avec Delphine, il y a, si c'est OK, je pense qu'on avait convenu que c'était OK de parler de ça, mais c'est vrai qu'il y a des choix financiers aussi derrière. Donc quand on est à la direction financière de grands groupes à Paris qui plus est, etc., on est habitué à un certain niveau de rémunération. Comment ça se passe en politique, sans vous donner de chiffres, mais on le fait pas pour ça, j'ai l'impression. Non, on le fait clairement pas pour ça. Les indemnités d'élus sont publiques, donc ceux qui vont chercher trouveront. Mais c'est non, on le fait pas pour ça. Enfin, c'est vraiment des indemnités qui sont très faibles, et comparées effectivement aux professions que j'exerçais, qui sont beaucoup plus faibles. Après, pour moi, honnêtement, je suis tellement plus épanouie aujourd'hui dans ce que je fais que c'est totalement secondaire. Alors après, c'est secondaire parce que je vis, j'ai pas de problème pour finir les fins de mois, mais c'est vrai que je le vis pas du tout comme un renoncement. Au contraire, je me dis, franchement, j'ai pas besoin de ça pour être heureuse. C'est clairement pas ça. Après, j'entends, il faut pouvoir assurer la sécurité minimum, se sentir sécurisé par rapport à ça. Donc, j'ai la chance effectivement de pouvoir l'être. Mais c'est pas du tout. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas du tout un. C'est pas un moteur. Merci beaucoup Delphine, Claudine, pardon. Je savais que j'allais le faire. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous mélange vos prénoms. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous partager ici. Pas trop loin, mais quand même de venir parler à cœur ouvert. On fera peut-être des échanges questions-réponses à la suite. Je vais enchaîner avec Fabienne aussi, qui aussi s'est interrompue dans sa journée, qui s'est libérée pour venir nous parler. Alors Fabienne. C'est un autre profil, vous allez voir aussi tout de suite, avec un parcours un peu différent, bien sûr. Donc, tu es Fabienne, une femme volontaire, énergique aussi. Un petit bout de femme physique, au franc-parler, vous allez voir. Qui, dans ta première vie professionnelle, tu étais donc câbleuse dans l'aéronautique. Donc, on est déjà sur un métier technique terrain. Depuis plusieurs années, et c'est plus un événement un peu triste, même dramatique, je dirais, qui a bouleversé ton chemin de vie. Ton conjoint tombe malade, et du coup tu réorganises ta vie aussi personnelle autour de sa maladie et de son accompagnement. Et donc malheureusement il décède. Et à cette époque-là, donc il travaillait chez Enedis. Exactement. Oui, allô, celui-là, il fonctionne. Et tu m'as expliqué que c'est la solidarité aussi de toute l'équipe qui entourait, notamment via la CGT. Exactement. Qui était très engagée, que tu as pu rebondir chez Enedis, qui t'accueille d'abord en tant qu'intérimaire. Et ensuite, finalement, tu vas être confirmé dans ton poste. Tu vas rester quelques années dans un boulot qui est plutôt administratif. Voilà. Et puis, c'est un autre événement, donc les années passent, et c'est un autre événement mondial qui va bouleverser la vie de tellement de gens, vous voyez de quoi je parle,
qui donc s'appelle Covid-19, qui va t'obliger à rester chez toi, à faire du télétravail comme beaucoup de monde, enfin comme toute la planète en fait, et qui va finalement mettre en avant le fait que ce n'est pas du tout fait pour toi de rester à la maison. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi parmi nous qui ont eu cette sensation, voilà, de réaliser finalement que c'est pas du tout c'est pas du tout ce que tu veux, ça ne correspond pas à ton tempérament. Et Enedis va alors te proposer de revenir sur le terrain en te proposant un poste de technicienne polyvalente d'intervention. Et ce poste, donc tu vas être formée par Enedis. Ouais. Et tu m'as dit d'ailleurs que cette formation, ça allait se faire, c'est faite dans plein d'équipes, avec plein d'équipes différentes dans les 4 coins de France. Oui, voilà. T'as beaucoup bougé. Les centres centres sont dispatchés sur le territoire. Tu renoues avec le travail d'équipe, le terrain, avec tes gars. Parce que, bien des sûr, hommes. Que des gars. Beaucoup. Des gars, parce que tu me disais des gars au téléphone quand on s'est vu. Et surtout avec le contact client. Ouais. Les retours sont très positifs. Tes clients sont souvent surpris de voir arriver une femme chez eux pour les Pas très grande en dépanner. plus. Pas très grande. Tu es très fière, tu es très compétente aussi et tu te sens bien t'éclater. Oui. Tu me disais aussi que tout se passait bien, que ces retours étant tellement positifs que on te propose d'évoluer encore chez Enedis. Tu vas intégrer, tu nous en parleras, un nouveau service émergence. Non, ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. Voilà. C'est des montées de compétences en fait. Tu vas monter. Ah, d'accord, ok, très bien. Tu nous diras. Et puis tu envisages même un jour de travailler avec les équipes. Alors BT. Non, pour travailler sur le réseau du coup. Sur le réseau BT. BT, la basse tension et la haute tension. Alors, monter au poteau. Enfin, voilà, vraiment, c'est ça. Donc le imaginez. Fabienne ici présente, casque, chaussures de sécurité, à grimper au poteau. Voilà, la totale. La totale. Donc, j'ai vraiment l'impression en te voyant, parce que c'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais que tu es très épanouie dans ce travail terrain. Ça passe vite les journées, oui. Voilà, c'est très bien. C'est là-dessus que j'allais enchaîner. Comment ça se passe tes journées? Comment tu concilies ce travail? Comment tu trouves ta place finalement dans ces équipes d'abord très terrain? Et très masculine aussi finalement. Bah, au tout début, c'était pas. Remonte un peu plus. Au début, ah oui, c'est mieux. J'ai dit, au début, c'était pas facile parce que on rentre dans une équipe où il y a que des hommes. Voilà, il faut se faire accepter parce que c'est un travail d'homme et eux, ils l'acceptent pas forcément, du moins pas tous. Donc, il faut avoir du caractère, il faut s'imposer. Et puis une fois qu'on a fait ses preuves, bah ils sont là, ils comprennent qu'on est autant capable que eux à faire ce métier-là. Voilà. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton métier finalement? Après le métier, bon moi pour l'instant je suis technicienne au niveau clientèle en fait. Donc j'interviens dans les domiciles des gens. Je vais changer des compteurs, des tableaux, des disjoncteurs à l'extérieur, à l'intérieur. Ça reste parfois physique, puisque les câbles ils sont quand même durs. Et puis c'est vrai que le contact client, ça passe super bien. Le fait qu'on soit une femme, les clients sont, je vais même pas dire 1 sur 2, mais quasiment tous sont surpris et contents. Bon, voilà, c'est rare quand ils sont pas contents. Et puis quand ça se passe bien. Et puis après il y a le contact. Et moi j'ai besoin de contact. C'était ce qui me manquait en fait à mon travail d'avant chez Enedis. C'est-à-dire que derrière un bureau, on voit toujours les mêmes collègues, on est enfermé dans une bulle. Et puis après, le fait qu'on soit resté à la maison, c'était juste plus possible. Moi, j'ai besoin vraiment d'avoir un contact avec les gens, de rendre service. Voilà. Sachant que j'ai un deuxième métier, parce que j'ai double emploi. Oui, vas-y. Via Enedis, je sais pas si je l'avais dit ou pas. Via Enedis, j'ai fait une formation, pas en interne, mais j'ai pu faire une formation pour donner des cours de sport, ce qui fait que je suis technicienne Enedis la journée, la semaine, et le soir je donne mes cours de sport. Donc pareil, c'est pour les gens, c'est pour leur bien-être. Enfin voilà, c'est un besoin pour moi de donner tout ça aux gens. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est ton parcours au sein. Alors, on valorise Enedis aujourd'hui, mais je pense que c'est des entreprises qui veulent vraiment valoriser non seulement les métiers techniques, électriciennes,
finalement, qui sont finalement pas des métiers auxquels on pense spontanément. Non, c'est dur. Hein. Voilà. Enfin, c'est dur de trouver des femmes. Il n'y a pas beaucoup de volontaires Voilà. aujourd'hui, et c'est dommage d'ailleurs, parce que je crois qu'en Gironde, on est 3-4 femmes chez Enedis à être sur le terrain. Donc c'est pas. Et donc c'est des C'est métiers épanouissants parce qu'on Oui. peut, voilà, on rencontre des gens, on est sur le contact client, on bouge tous les jours, Tous les jours. des tournées différentes tous les jours. Et puis Enedis, quand on regarde ton parcours, t'as formé à toutes les étapes. Tout. Donc on on a peut des arriver formations, ouais. sans rien connaître à l'électricité. Non, ouais. On est formé vraiment en interne. Hein, c'est pour ça on a des grosses formations, c'est pour ça qu'on bouge. Mais oui, on apprend tout depuis le début. C'est-à-dire que n'importe qui, une boulangère, je dis n'importe quoi, mais n'importe qui peut faire la même chose que moi. Voilà, juste de la volonté, et de l'envie. Et voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie voilà, comment tu te projettes chez Enedis? Tu penses que tu parlais de la prochaine montée en compétences. Alors voilà, le but là, c'est de monter en compétence au niveau du réseau parce que je connais pas tout. Hein. Il y a encore beaucoup de formations qui m'attendent. Et ensuite, c'est évoluer, faire pourquoi pas de la préparation. Ensuite, pourquoi pas être chargé d'affaires. Voilà, c'est après, il y a tellement de métiers dans cette entreprise qu'on peut. Après, c'est pareil au niveau des femmes, il y en a pas beaucoup. Chargées d'affaires, il y en a de plus en plus. Mais voilà, on peut évoluer. Et j'imagine, je reviens toujours avec mon sujet, hein, qui est le nerf de la guerre, qu'à chaque évolution, du coup, ta rémunération augmente aussi, tu es intéressé par le résultat. Alors la rémunération n'augmente pas forcément. Ah pardon. Mais tu gagnes en compétences. Voilà, c'est ça. Voilà, par exemple pour ma reconversion ma reconversion professionnelle, pardon, et j'ai pas eu de, il y a pas eu de salaire, mon salaire n'a pas changé. D'accord. Voilà. Après voilà, il faut attendre qu'on soit performant, qu'ils voient qu'on est efficace, et après on est plus ou moins récompensé. Bon. Voilà. Après voilà, c'est pas pour l'argent, hein, comment je fais ça là. C'est pas un métier, c'est un métier. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Ouais. Et voilà, il faut vraiment avoir envie. Enfin, comme tout dans la vie finalement. Voilà, c'est ça. Et donc ton deuxième métier, c'est aussi donc proposé par Enedis, qui te propose qui t'a formé en tant que coach. Alors, je suis passée par Enedis dans les formations. Rapproche-toi. Ouais. Voilà, j'ai pu faire. Donc là, ça n'a rien à voir avec mon métier. Hein. Oui. J'aimerais bien que ça pourrait me servir d'ailleurs, hein, parce que c'est important. On voit que des coachs viennent pour justement échauffer les équipes avant, pour qu'ils passent. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'ils mettent d'ailleurs en place. Ça serait pas mal. Et oui, donc c'est via la formation que j'ai pu faire du coup 1 an de formation au CREPS pour pouvoir donner des cours de sport. Et donc ça te fait un beau du coup ça me fait de sacrées journées aussi. Ouais, c'est ça. Et avec des enfants. Avec 2 enfants, 2 filles. 2 enfants. Ouais. C'est conciliable. On est toutes les 3. Pareil, hein, elles sont. Je les ai habituées à être autonomes assez rapidement hein, depuis petite, puisque. Jérôme est décédé depuis, ça va faire 11 ans. Donc, elles étaient pas grandes. Donc, quand on se retrouve tout seul, il faut qu'on ait les épaules, quoi. Il faut qu'on remonte. Donc, c'est vrai que, c'est des enfants merveilleuses, hein. Elles sont adorables, mais elles ont été très vite autonomes, quoi. Ouais. Voilà. Je suis pas souvent à la maison. Je rentre à 21h tous les soirs. Donc, pour elles, mais bon, elles sont fières de leur maman. Hein. C'est bien. Quel exemple. Ouais. Super. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne. On essaiera de faire des échanges de questions-réponses. Je vois que le temps passe. Et je vais passer la parole à Emmanuel, last but not least. Emmanuel, aussi un très grand parcours, long parcours, riche, plein de rebonds. Puisque tu es un exemple de réinvention perpétuelle. Alors j'avais un petit peu calculé le nombre de reconversions que tu as pu faire dans ta vie. Je suis arrivée à 6 ou 7, sans compter les évolutions de carrière au sein même des entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Alors en deux mots, je vais essayer parce que je vais peut-être faire des gros raccourcis et tu me rattraperas, tu me corrigeras.
Donc, Emmanuelle, tu es enthousiaste, positive, curieuse et pugnace. On va s'en rendre compte assez vite. Tu es donc animée par une bonne dose de curiosité et l'envie de trouver du plaisir pour ne jamais travailler un seul jour de ta vie. Une fois de plus, toujours animée par cette volonté de trouver du sens et du plaisir dans le travail. Donc ton parcours est principalement dans l'événementiel au Palais des Congrès de Bordeaux, où tu as passé de longues années avec divers postes. Alors, je ne sais pas si je les mets dans le bon ordre, et si j'en ai pas oublié certains, donc la gestion de l'exposition, la production, la direction technique et même la direction de l'exploitation, où là, il a fallu remettre casque et chaussures de sécurité aussi, avec talkie-walkie pour aller sur le terrain. Donc, différents postes, différentes fonctions, à chaque fois qu'il a fallu réapprendre, se réinventer. C'est à 38 ans, tu me disais, tes enfants partis. Alors c'est vrai que la vie familiale, la vie professionnelle des femmes est souvent calquée à des changements de vie familiaux. Les enfants qui rentrent à l'école, les enfants qui partent finalement de la maison, les enfants qui vont, voilà, les petits enfants qui arrivent, tout ça. Parfois les séparations, les changements aussi de situation. Alors à l'inverse de Claudine, c'est souvent quand même d'habitude madame qui suit monsieur dans une mobilité. Là, c'était l'inverse, mais c'est vrai qu'habituellement les femmes suivent leur conjoint plus tôt encore aujourd'hui. Je reviens sur toi, Emmanuelle. Donc tes enfants sont partis, tu changes de vie, tu quittes le Palais des Congrès et tu vous achetez une grosse maison que vous allez transformer en chambre d'hôte. Donc un gros projet qui n'a plus rien à voir avec ce que tu faisais avant, sauf sur la partie travaux, évidemment, qui te maîtrise et que tu vas gérer complètement. Et puis au bout de 3 ans, on en revient à ces 3 années, finalement, tu as fait le tour de la question, tu te dis que c'est bon, voilà, tu t'ennuies, et tu reprends du coup une activité dans un domaine que tu maîtrises, dans l'événementiel, à ton compte. Mais tu vas vite être rattrapé par le privé puisqu'on te fait une proposition dans un autre groupe qui va te propulser à l'international. Donc tu te repars quelques années sur des fonctions, alors sur l'exploitation, il me semble. Des fonctions commerciales. Plutôt. Les fonctions commerciales, donc à l'international dans un autre groupe d'événementiel. Et puis le Palais des Congrès va te refaire une proposition, toujours donc avec cette casquette commerciale que tu n'avais pas eue, c'est ça? Congrès Exposition de Bordeaux. Oui. Ah pardon, Congrès Exposition de Bordeaux. J'ai pas bien pris mes notes. Pour ne pas les citer. Pour ne pas les citer. On ne les cite plus. Donc avec cette casquette commerciale que tu n'avais pas encore exercée. Et puis tu t'y plais. C'était parti aussi pour durer, jusqu'à ce qu'un événement, qu'on va reciter, cette fameuse pandémie mondiale qui va donner un coup de frein total à l'événementiel. Donc ça s'arrête. Comme beaucoup, c'est l'occasion de se réinventer, se reposer des bonnes questions, et là une envie de travailler différemment t'anime suite à une rencontre aussi que tu avais faite plusieurs années auparavant avec Karine Santamaria qui est ici présente, ton associée d'aujourd'hui, et ensemble vous montez cette plateforme. C'est donc depuis je n'ai pas noté la date, je l'ai plus noté. Depuis le mois de mai 2021, 22. 22, oui, j'avais souvenir que c'était l'année dernière. Il n'y a pas encore un an. Vous montez ensemble une plateforme qui met en relation, en tout cas qui propose des services de femmes artisanes, donc des électriciennes, des plombières, des carreleuses, tout un tas de métiers d'artisans, mais spécifiquement pour les femmes. Donc vous développez cette plateforme aujourd'hui. Donc la reconversion, finalement, tu en connais un sacré rayon par l'avoir vécu toi-même, mais également par toutes ces femmes qui sont, tu me disais, la plupart, toutes ces femmes artisanes sont issues de la reconversion. Effectivement, beaucoup de femmes issues de la reconversion avec des parcours incroyables. Je suis particulièrement heureuse d'être à côté de Fabienne aujourd'hui. Tu peux rapprocher. Voilà. Particulièrement heureuse d'être à côté de Fabienne. Excusez-moi, mais très heureuse d'être à vos côtés aussi. Mais effectivement, des femmes issues de la reconversion avec des parcours différents. Certaines femmes aussi avec des métiers passion qui ont souhaité depuis toujours être électricienne ou être maçonne ou être plombière, et qui, parce que leur environnement les a empêchées de suivre cette voie en formation initiale, ont retrouvé, une fois qu'elles ont acquis suffisamment de confiance en elles, ont retrouvé cette passion et se sont dit aujourd'hui, je suis assez grande, je peux m'assumer et je peux faire le métier que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle et qui parle à Karine également.
parce qu'il est essentiel d'avoir du plaisir dans la vie, et je pense qu'il faut faire le métier que l'on aime et ne pas laisser quiconque mettre une quelconque entrave, parce que on a la chance de vivre en France, on a la chance d'avoir des droits, on a la chance d'être écouté, de pouvoir exercer le métier que l'on veut. Si on a envie de le faire, il faut le faire. C'est pour ça que ma carrière peut paraître avec de nombreux rebonds, mais j'ai toujours trouvé du plaisir dans les métiers que j'ai faits, et quand je n'en avais plus, j'en ai changé. Si moi j'y suis arrivée, je pense que n'importe qui peut y arriver. Parfois, il faut arriver, je vous rejoins, à mettre un petit mouchoir sur des prétentions salariales extraordinaires et savoir se dire quel est le minimum dont j'ai besoin, où est mon cursus, où est-ce que je positionne le bouton précisément pour mener la carrière que j'ai envie de vivre et trouver le juste équilibre entre ce que je suis et comment je peux me rendre utile, je vous rejoins là-dessus, aux autres. Voilà. Et comment savoir que c'est le bon moment pour changer? C'est le plaisir principalement, mais alors, je ne parle que pour moi. Moi, je n'ai jamais su que c'était le bon moment. J'ai estimé que voilà, c'est maintenant. J'y vais, je me lance et on verra. Et puis si ça marche pas, tant pis, j'aurais au moins essayé. Voilà. Et ça, je pense que il faut oser, les filles. Voilà. tu me disais, tu évoquais des métiers passion pour certaines. Est-ce qu'il faut toujours être passionné finalement? Non, c'est ce que ça fait partie de l'échange effectivement que l'on a eu. On n'est pas obligé d'être passionné pour exercer un métier. Par contre, il faut avoir envie de le faire. Il faut être curieuse et il faut avoir envie de travailler aussi. Il faut être vaillante parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Ça, je pense que là-dessus, on se rejoint. Si on n'a pas envie de se battre et d'arriver à nos fins, on n'y arrivera pas. Voilà. Et tu disais que dans ton propre parcours à toi, c'est aussi des hommes finalement qui t'ont fait confiance sur certaines missions. Complètement, même si l'entreprise que l'on a aujourd'hui peut paraître féministe et combattante, aujourd'hui nous on se bat plutôt pour la mixité. La richesse vient de la mixité. Moi j'ai eu un parcours, une formation initiale commerciale qui n'a rien à voir au poste qu'on m'a confié par la suite, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un directeur technique qui m'a fait confiance, à qui j'ai fait des propositions pour prendre des postes d'encadrement de personnel technique. Et cet homme m'a fait confiance, m'a dit OK, on y va, parmi d'autres hommes qui postulaient au même poste. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc ça veut dire que si on ose, si on a envie, si on est convaincu soi-même, on sait convaincre les autres. Oui, c'est ça. Tu me disais, quand on est convaincu soi-même et qu'on écoute bien ce qui se passe à l'intérieur, on trouve les arguments pour convaincre autour de soi. Et je vais revenir sur ces femmes que vous rencontrez, du coup, j'imagine, et leur parcours. Comment elles ont décidé de se lancer dans ces métiers? Comment c'est des métiers qui sont quand même comme Fabienne, réputées physiques, techniques, et finalement, qu'est-ce qui a fait qu'elles sont finalement lancées et se dirigées dans cette voie-là? Alors, ce sont effectivement des métiers physiques et des métiers techniques. Ça, il faut pas se le cacher. Mais ce sont des métiers physiques et techniques aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, il n'y a pas de raison que les femmes n'y arrivent pas. Hein. Ce qu'on n'a pas là, parfois on l'a là. Hein. Donc, c'est pas mal aussi. On peut y arriver. Les parcours... pardon. Qu'est-ce qui font qu'on peut quand même y aller, qui fait qu'elles se sont lancées sans craindre ces probables freins au démarrage technique, physique? Alors, effectivement, elles ne sont pas toutes passionnées. Donc certaines y sont allées parce qu'elles avaient envie de manger, et que dans les métiers du bâtiment, il y a du travail, il y a de l'emploi. On peut se mettre à son compte ou intégrer des entreprises comme Enedis qui laissent la place aux femmes. Je suis très contente puisqu'on a signé une convention hier avec Enedis justement qui montre son engagement en faveur de la féminisation des métiers. Donc les femmes ont des parcours différents. Les artisanes, nous les rencontrons. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 70 artisanes dans les 8 métiers que nous avons choisis dans le second œuvre, donc dont la maçonnerie, dont la plomberie, dont l'électricité, donc des métiers physiques. Même si la peinture c'est très physique également, vous avez des gestes qui sont très répétitifs. La peinture c'est pas uniquement tenir un pinceau, c'est aussi poncer et réparer des murs. Donc ce sont des métiers physiques. Mais ce qui rejoint en fait, le point commun de toutes nos artisanes, tu m'arrêteras Karine, même si tu n'as pas de micro, leur point commun c'est l'envie du métier et l'envie de satisfaire un client et l'envie d'être reconnues dans ces métiers-là, pas parce qu'elles sont une femme, mais parce qu'elles font bien leur travail. Ce dont elles souffrent tous, leur autre point commun, c'est que elles ne veulent pas trop être mises en avant.
elles ont un petit peu ce syndrome de l'imposteur qu'ont toutes les femmes qui exercent des métiers dits d'hommes. Elles n'ont jamais le geste qui est assez bien fini. Elles ne sont jamais assez suffisamment formées. Donc nous, notre rôle, Batifam pour le coup, et c'est notre combat, hein, parce que c'est important d'avoir des valeurs aussi et des envies, c'est de dire à ces femmes-là, mais oui, il faut vous mettre en avant, parce que votre travail est extraordinaire, oui, vous bossez bien, mais vous êtes aussi une femme. Et c'est important que vous ayez votre place au même titre qu'un homme. Voilà. Et pour les clients, donc en fait, c'est une plateforme de mise en relation pour les particuliers. Exactement. En fait, Et pour les clients, l'avantage d'aller, vous, mesdames, si vous avez besoin d'une carreleuse, un plombier, une plombière, finalement. Alors notre plateforme est ouverte aux hommes et aux femmes. Bien sûr. Un homme ou une femme peut avoir envie de confier ses travaux à une femme pour le coup. Le seul point, c'est ça. Les artisanes ne sont que des femmes. Elles sont chefs d'entreprise et ouvrières du bâtiment. Donc, elles sont toutes réellement sur les chantiers. C'est elles qui font toute la chaîne. Hein. C'est elles qui vont s'approvisionner. C'est elles qui gèrent leur entreprise, qui font les factures, qui font les devis et qui sont sur place pour faire le chantier. Donc, les retours que l'on a aujourd'hui, pour une fois, j'allais dire, les préjugés à l'encontre des femmes leur sont favorables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait confiance à une femme pour ses travaux de peinture ou autre. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'une femme, elle va être un peu plus minutieuse, un peu mieux organisée, un peu plus propre, un peu plus consciencieuse, et puis qu'on va pouvoir aussi exprimer très clairement ce que l'on a envie de faire, le type de travaux que l'on a envie d'avoir. C'est-à-dire qu'on va oser dire, je veux un mur rose, comme on dit chez moi. Là où, face à un homme peintre, il va peut-être dire, oh non, je vais pas faire un truc rose comme ça va être immonde. Donc, pour diverses raisons, les clients et les clientes ont envie aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est ce que l'on a, c'est ce qui est ressorti de l'étude de marché que l'on a fait avec Karine, ont envie de faire confiance aux femmes. L'autre raison aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a envie de voir des femmes dans des milieux où on n'a pas l'habitude de les voir. Voilà, il y a cette envie-là. Alors demain, on développera peut-être une plateforme qui met en relation des hommes et des femmes avec des hommes dans des métiers de femmes. Mais pour le moment, on envisage plutôt de bien mettre en avant nos femmes artisanes sur la plateforme batifam.fr. Bon, je sais qu'on me fait signe dans tous les sens que l'intervenante. Alors, pour conclure, je sais pas si je vous inviterai à poser des questions, avec celles qui seront encore disponibles. J'ai l'impression que Claudine elle a un engagement aussi. Vous avez un engagement dans la foulée, donc. Mais bon, en tant qu'élu, on peut vous joindre facilement. Vous êtes là pour ça. Voilà, on peut vous trouver. Mais donc, si vous êtes encore un petit peu là avec nous, de vous mettre, si vous n'hésitez pas à venir poser des questions, en tout cas à nos 3 témoins du coup qui sont là. Avant de conclure, je vous avais toutes dit que je vous inviterais à formuler une petite phrase, un petit cadeau, une petite citation ou quelque chose qui vous anime, qui vous a animé ou que vous avez envie de laisser à notre public. Donc je vais vous laisser reprendre le micro, peut-être Emmanuel déjà de revenir, de commencer. Si chacune les unes après les autres, de laisser un dernier message que vous n'auriez pas dit, sur lequel vous avez envie d'insister. Alors moi j'ai plein de maximes, mais celle que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est juste si vous avez envie, osez, parce qu'on peut y arriver si on a vraiment envie. Voilà. Merci. J'ai une petite phrase. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, pareil, et de volonté. Faut oser. Pareil que, faut oser se lancer, et puis, si on y arrive, tant mieux. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On rebondit sur autre chose. Mais il faut oser, quoi. Merci Fabienne. Alors moi, c'est une phrase que depuis qu'on me l'a dit, je la répète quand même très souvent. C'est donc un des animateurs à la Varap, là, dont on a parlé tout à l'heure, qui m'a dit un jour, Claudine, tu es ta pire ennemie. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement juste, et je me le dis tellement souvent à chaque fois où comme beaucoup de femmes, je me mets plein de barrières. En fait, c'est moi qui me les mets toute seule. Et si je veux, je peux les dépasser. Et donc voilà, c'est un mantra que je me rappelle souvent. Nous sommes souvent nos pires ennemis, c'est sûr. Moi, je rejoins complètement Claudine, puisque le premier obstacle, c'est soi-même. Donc, voilà. c'est un peu mon mantra aussi. Donc, essayer de dépasser la première étape qui est ses propres peurs. Sa propre peur, Ouais. ses propres freins. Bon, ben voilà. Merci vraiment. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.
pour votre partage.